Bien, bonjour Pierre-Yves. Salut Antoine. Ça me fait plaisir de te recevoir. Donc, comme nous l'avons annoncé, tu es le concepteur avec ton équipe du jeu de société, jeu de cartes, jeu de stratégie, Zombie Social Club. En fait, c'est un Zombie Social Club avec le petit A de Anarchie devant le S. Donc, c'est un jeu tout nouveau, tout beau, qui est paru en fin 2018. La campagne de financement s'est faite fin 2018 et les backers ont pu le recevoir très rapidement, ceux qui ont participé à la campagne. Et on a lancé l'édition dite commerciale dans toutes les boutiques juste là en avril, fin avril. En deux mots, le principe du jeu, on se retrouve dans quelle époque? Alors le contexte est moderne, c'est une apocalypse zombie qui a eu lieu il y a pas longtemps, il y a quelques jours, quelques semaines, voire maintenant en ce moment si ça se trouve, dans laquelle 4 communautés ont réussi à survivre. Les survivants sont réunis un tout petit peu par affinité. Nous avons des punks, des hippies, des paramilitaires et le MEDEF. Et chaque faction, donc chaque communauté se dit que cet apocalypse zombie, c'est le meilleur moment pour devenir les nouveaux maîtres du monde. Enfin, dans le cadre du MEDEF, continue à l'être, mais ça c'est une histoire que nous on ne traite pas directement. Et donc au travers de ce jeu de cartes, qui est un peu une espèce de lutte des classes 2.0, matinée de zombies, chaque joueur va incarner une faction, voire même plusieurs factions au fil du jeu. Et l'objectif c'est d'acquérir le plus rapidement possible un certain nombre de points de victoire. Et le premier qui acquiert donc les points de victoire nécessaires, les 7 points de victoire nécessaires, gagne la partie instantanément. C'est un jeu de cartes qui est assez putassier, faut le savoir directement. On se fait pas mal de petits coups de traître les uns avec les autres, il y a beaucoup de rebondissements, ça se veut assez rapide. Et le jeu de cartes en lui-même, il est quand même assez dense. Alors on a 2 versions de règles. Une version pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer et qui veulent juste plus s'amuser avec le contexte et avec l'ambiance qu'avec des mécanismes de règles un tout petit peu compliqués. Et une version plus dense, plus trapue, destinée à des joueurs qui aiment bien ce type de jeu, qui aiment bien combiner, faire des combinaisons de cartes et brainer un tout petit peu sur leur partie, quoi. Donc 2 publics différents. C'est le même jeu, la même boîte, 2 règles différentes qui conviennent à un public plus casual game, plus party game, et un public plus aguerri, quoi, de joueurs plus aguerris. Les hardcore gamers. Les hardcore gamers, tout à fait, on aime bien ça. On joue à combien maximum? Alors ça se joue de 2 à 4 pour une première partie, et dès qu'on a fait quelques parties, 2-3 parties, on peut monter à 5-6 joueurs. Sans aucun problème. Avec un système d'alliance, je suppose. Alors il n'y a pas d'alliance, non, c'est une apocalypse zombie. Donc c'est chacun pour sa gueule. Il peut y avoir qu'un seul vainqueur, on ne peut pas sauver tout le monde, on achève les blessés. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Et il y a même un petit système qui dit que si à un moment X on atteint une condition de fin de partie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de cartes dans la pile à jouer, à ce moment-là on regarde celui qui a le plus de points de victoire. Et si égalité au premier rang, c'est le 2e joueur qui gagne la partie, parce qu'on considère que les 2 premiers qui étaient à égalité sont étranglés pour être le maître du monde, et donc c'est celui qui était juste après qui gagne la partie. Donc on aime bien ce genre de petits trucs, quoi. Ouais, non, mais ça change. Et donc c'est un jeu qui va te permettre de savoir si au fond de toi tu as un côté hippie, un côté punk, voire un côté MEDEF. Mais nous on ne juge pas, c'est les cartes, nous. Ouais, ça révèle la personnalité de chacun. C'est terriblement révélateur. Non, voilà, on se prend pas trop la tête sur les messages non plus, c'était pas l'objectif. Nous, en faisant ce jeu, si tu veux, on voulait mettre à l'intérieur toutes les références qui nous ont fait triper depuis les années 80-90. Donc il y a plein de références dans toutes les cartes, que ce soit dans le milieu, dans la pop culture, dans le milieu geek, dans le milieu cinématographique, il y a des références qui vont du Loft à Alien, en passant par de la musique, par Boy George, par tout ce qui nous a fait un peu triper ou qui a marqué, tout du moins, une certaine actualité sur les 30 dernières années. On a essayé de coller à l'intérieur donc un maximum de références à ça. Donc le jeu, il se veut quand même assez fun et assez rigolo. Il n'y a pas d'énormes messages politiques à l'intérieur, si ce n'est que si le MEDEF gagne, ça craint un peu. Il s'adresse plus à des vingtenaires, des trentenaires?
Des Alors quadras. si tu veux capter toutes les références, là, ce serait 30-40. Maintenant, on a fait jouer des stagiaires au boulot qui avaient 20 piges et qui se sont éclatés avec les cartes et qui calculaient la plupart des références, quoi. Après, bon, il y a certaines subtilités sur lesquelles ils passent au travers, mais bon, c'est pas trop grave, quoi. On a la force d'avoir un excellent illustrateur, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Tout à fait. Qui a rendu tout le design et le graphisme global des cartes quand même assez agréable, quoi. Et assez fait. Voilà, rigolo. Je peux te demander ton âge? Non. Bien sûr. Quand même. 42 plus 3. D'accord. On aime bien 42. Ouais, mais plus 3. Moi je vais rester à 42 ad vitam aeternam, mais bon, on m'a dit qu'il fallait à un moment compter les années en plus, donc bon, 42 plus 3. Donc on a à peu près la même génération. Alors, donc tu as connu, toi, la génération, l'arrivée des jeux de rôle en France, fin des années 80. Tu as connu la génération jeux et stratégie, la fameuse revue, le Casus Belli aussi, je suppose. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie toi, de créer un jeu? Qu'est-ce qui a été le déclic? Parce qu'il y a quand même un gap entre être joueur au quotidien, et puis à un moment donné de se lancer ce défi, parce que tu vas nous raconter après comment ça s'est passé, se lancer ce défi qui n'est pas si simple que ça. Bah le truc c'est que je baigne dans le milieu du jeu depuis que j'ai à peu près 15 ans. Ok, donc 30 piges. Okay. Et tu as parlé de Casus Belli, tu as parlé de jeux et stratégie à l'époque, donc je faisais quelques petits scénarios de temps en temps pour Casus Belli, et j'ai toujours plus ou moins traîné dans le milieu, soit j'étais vendeur dans une boutique de jeux à un moment, j'étais démonstrateur dans des salons, j'ai organisé des festivals à un moment dans des écoles, j'ai toujours été en prise avec le milieu. Bon. Sans en faire un vrai boulot, mais juste quelque chose un peu en dilettante. Et lorsqu'on a eu cette idée de faire le jeu, en gros on a eu, alors pour le faire dans le bon sens, à un moment toutes les planètes se sont alignées. C'est-à-dire, j'ai rencontré Karim Berouka, qui est le chanteur des Ludwig, des Ludwig 2088. Ouais, c'est un groupe qui a marqué une bonne trentaine d'années, hein, parce que je continue à les écouter encore maintenant. Et qui est revenu sur scène il n'y a pas très longtemps. Exactement. Ils ont un excellent concert. Ils vont faire un excellent concert à Paris là en décembre, si je ne m'abuse, hein, fin novembre. Bon, bref. Il se trouve que Karim écrit des bouquins. Ok. Et un de ses derniers bouquins s'appelle Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie. J'ai adoré le bouquin. Et en fait, en tchatchant un tout petit peu avec lui, je l'ai chauffé, je lui ai dit bien, si tu veux, je te fais un jeu sur ton bouquin, quoi. D'accord. Il a été embarqué par l'idée, il a dit ouais, ce qui serait pas mal aussi, ce serait que tu embarques Melvin, qui nous fait toutes les affiches, tous nos t-shirts et tout ça, qui nous accompagne en fait, qui accompagne Ludwig depuis des années. C'est un grand fan de films d'horreur, il a une grosse culture cinématographique et tout, il va être hyper ambiancé par le projet. Donc Karim était ok pour qu'on utilise, on recycle quelque part son livre et qu'on le transforme en jeu. En plus on avait un illustrateur, moi je ne pouvais pas rêver d'avoir un meilleur illustrateur que Melvin pour ce jeu-là. J'avais un tout petit peu plus de temps à ce moment-là sur mon autre activité professionnelle, donc je suis ok. Et j'ai un pote qui avait un tout petit peu de sous à l'époque et qui m'a dit si tu veux je te les prête et puis on se lance dans l'aventure, quoi. Donc ça a été, toutes les planètes un tout petit peu sont alignées pour ce projet-là. On a dit go, vas-y. À la base, on voulait être que auteur. On ne voulait être créer un jeu, le proposer à une maison d'édition, et puis voilà. Après, toutes ces problématiques d'édition, de distribution et tout ça n'étaient plus notre souci. On voulait juste kiffer, quoi. Et le fait est qu'on a tellement avancé sur le projet, en matière de règles, en matière d'illustration, le projet en règle générale était beaucoup trop avancé à un moment pour le proposer à des éditeurs. On a des éditeurs, enfin j'ai plein de copains éditeurs qui m'ont dit écoute ton jeu c'est super, par contre il est d'un point de vue éditique il est beaucoup trop avancé, quoi. Il faudrait qu'on reprenne les illustrations, il faudrait qu'on reprenne tout. En l'état c'est compliqué. Et puis en plus tu as des punks à l'intérieur, les punks ça marche pas. T'as des hippies, mais ça marchait dans les années 68, alors ok, il y a un petit mouvement hipster qui revient, vegan, machin, mais ça marchera pas. En plus, ça a du MEDEF. Le MEDEF beaucoup trop clivant, mon pote, ça marchera jamais, quoi. Donc,
À force d'avoir ces retours, avec les potes qui nous accompagnent sur le projet, on s'est dit bon ok. En tant qu'auteur ça ne marchera pas, les éditeurs ne veulent pas, on est trop déviant pour eux, on va se lancer en maison d'édition. Et puis il y a un vrai créneau quoi, il y a un vrai créneau pour les jeux un peu borderline, un peu poil à gratter, qui remue un tout petit peu le MEDEF ou les politiques ou ce genre de choses quoi. Donc, ok, c'est une montagne à gravir, l'édition, parce qu'on n'est plus du tout sur le côté pépère, où on se retrouve dans des pubs où on tape le carton, on invente des règles. Là, c'est un vrai challenge. Mais comme ça nous faisait marrer, on a dit ok quoi. Donc on s'est lancé, on est devenu éditeur pour Zorbia Social Club. Et pour le coup, comme on avait plein d'autres projets un peu borderline, on s'est dit que c'était une belle plateforme pour proposer le reste de ces jeux quoi. D'accord. Donc tu as créé une maison d'édition. Ouais. The Freaky 42. Freaky 42. Qui est Les effrayants 42. Limite à accepter d'autres jeux. Bien sûr, bien sûr. Mais là, en ce moment, on est en train de travailler sur notre prochain projet qui sortira en début 2020. Pareil, campagne de financement, etc. etc. C'est un moyen qu'on aime bien, la campagne de financement. Concrètement, il ne faut pas se mentir, ça nous permet de minimiser le risque financier, parce qu'il y a quand même beaucoup de sous à la sortie. Ça te permet d'éviter de tirer des jeux à 5000 unités quand tu vas en vendre 200, et d'avoir un nouveau mur dans ton salon avec plein de jeux. Donc voilà, on aime bien cette campagne, et puis c'est un lien beaucoup plus direct entre les joueurs et nous. Et c'est quelque chose qu'on veut essayer de privilégier quoi. Enfin, virer les intermédiaires qui font leur boulot, qui font plein de trucs très très bien, mais bon, vu les marqueurs qu'on s'est imposés par rapport à notre style de jeu, ne nous conviennent pas forcément. On n'est pas dans le modèle économique. Et d'ailleurs, l'édition retail, là qu'on a proposé, on l'a tiré en très très peu d'exemplaires, juste pour satisfaire tous ceux qui n'avaient pas pu participer à la campagne. Mais on n'a pas vocation à laisser nos jeux sur les étals en boutique pendant X temps quoi. C'est pas trop notre modèle pour le moment. Alors peut-être qu'à un moment on va avoir un succès complètement dingue et tout ça, mais en tout cas c'est pas l'objectif qu'on s'est fixé. C'est pas. Nous on édite des jeux parce que ça nous fait marrer, parce que on a une mécanique qui nous fait plaisir, parce que le thème nous fait bander, hein, soyons clairs, et puis voilà, on se fait plaisir. On cherche pas à faire de l'argent. Et c'est pour ça qu'on s'est placé des marqueurs à l'époque, des marqueurs assez forts. On voulait minimiser notre empreinte carbone. Ça, c'était le plus gros marqueur. Minimiser l'empreinte carbone, ça veut dire travailler sur des matériaux recyclés, donc trouver un fabricant qui accepte de maximiser les matériaux recyclés, donc de minimiser l'empreinte carbone. On voulait surtout pas travailler avec la Chine. Moi j'ai milité pendant des années quand j'étais minot, quand j'étais postado sur les conditions de travail en Chine, droits de l'homme, etc. C'était pas pour me retrouver à aller travailler avec la Chine. On me dit que ça a changé, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, au-delà de ces considérations politiques, c'est le côté empreinte carbone qui nous a fait nous empêcher de travailler avec. Et donc on cherchait à produire en Europe, et particulièrement en France, pourquoi pas. On a trouvé un excellent fabricant en Ile-de-France qui fait du matériel, qui travaille sur les matériaux recyclés, donc voilà. Ça c'est un des marqueurs les plus forts qu'on ait dans notre boîte. On veut aussi que les gens en aient pour leur argent, c'est-à-dire quand tu ouvres ta boîte, tu as 112 cartes, mais tu as surtout 80 illustrations différentes. C'est pas la même illustration qui est reproduite 10 fois pour dire t'as un punk et t'as 12 punks identiques, ouais c'est génial. Non, c'était pas du tout ça l'idée. Que des illus différentes. En gros, t'achètes le jeu et même si tu joues pas à la limite, les illustrations, les sous-titres te font un peu marrer et tu dis ok, je me suis pas fait arnaquer. Et en plus, je l'ai produit en France. Et on avait un troisième marqueur, mais qui est plus lié à la campagne de financement. On voulait être certain que les joueurs qui soutiennent le projet aient le jeu 3 à 4 mois plus tard, à la fin du projet. Dans les campagnes de financement, en ce moment, on a coutume de dire ton jeu, tu l'auras pas avant 6 mois, 1 an, voire plus. Des projets qui se perdent dans les oubliettes, quoi. Nous, on voulait absolument pas ça.
La campagne de financement, on l'a terminée le 7 novembre de mémoire. Et les backers ont commencé à recevoir leur jeu le 15 décembre. Donc un mois, une semaine plus tard, ce qui est un record. On n'avait rien produit du tout à l'avance. Et on est assez fiers de cette petite performance, quoi. Donc éco-responsabilité, t'en as pour ton argent et t'as ton produit très vite. Je te cache pas qu'on roule pas sur l'or, parce qu'économiquement parlant c'est difficile à tenir, mais comme c'est notre deuxième activité, comme on veut se faire plaisir, et clairement on a découvert le milieu, donc on a fait plein d'erreurs, ok, qu'on ne refera plus. Nous on s'en fout de ne pas gagner des milliers, des cents, voilà, on s'en fout, quoi. C'est pas le débat, pour le moment. Alors, tout à fait, de toute manière, nous avec Génération Cité d'Or, on a le même procédé économique, on est passé par Ulule pour pouvoir faire les précommandes. On a voulu aussi diminuer l'empreinte carbone parce que éditer un magazine, c'est 30 000 magazines imprimés et puis t'en vends 5 000, il y en a 25 000 qui partent à la benne, c'est une catastrophe écologique. Voilà, je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde là-dessus, et c'est peut-être ça le nouveau modèle économique que les jeunes créateurs d'aujourd'hui vont pouvoir développer de plus en plus, essayer de sortir un peu des grosses industries, se faire plaisir tout en faisant quelque chose de qualité et en créant de nouveaux produits, de nouvelles choses, de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Mais je suis pas sûr qu'on réussisse à en vivre. Ça c'est... Tu vois, le point, c'est qu'en fait, on a été habitué pendant des années à acheter des jeux fabriqués justement en Chine ou dans les produits asiatiques en règle générale. Et ce qui fait que il est normal d'avoir la prod d'un jeu qui tourne autour des gros jeux, hein, qui tourne autour de 4, 5, 6 euros. C'est complètement anormal. Ce qui fait que quand tu as une prod d'un énorme jeu à 15, 6 euros, après tu proposes ce jeu-là entre 20 et 30 euros. Et pour le consommateur, c'est normal d'avoir un jeu avec plein de matériel et tout ça, et qui coûte pas cher. En vrai, si tu veux complètement rester fidèle à ta ligne, ton jeu il ne coûte pas 4, 5, 6 euros, il va te coûter 10, 12 euros. Alors, on diminue, on essaie de diminuer, de tirer les bords, etc. Où tu rognes sur toi-même l'argent que tu pourrais éventuellement dégager. Et à la limite, pour nous, c'est pas un débat, mais pour quelqu'un qui veut en vivre, c'est beaucoup plus compliqué. Et je crois qu'il y a toute une prise de conscience. C'est pas vraiment une éducation, j'aime pas le côté éducatif, parce qu'il y a un côté fais ce que je dis, c'est pas trop le débat. Mais il serait bien d'avoir qu'il y ait une prise de conscience peut-être un peu plus profonde des gens en général, des joueurs ou de tout le monde, qui se disent ce n'est pas normal, je paye aussi peu cher cet objet-là. Tu vois ? Le truc, c'est que les temps sont durs, etc. Enfin, c'est compliqué. Mais allier les deux, trouver le bon curseur entre la prise de conscience, trouver un bon produit, un produit éco-responsable, finalement, c'est plus compliqué sur l'équilibre du projet, quoi. Mais on dévie un peu. Non, parce que je pense que les mentalités évoluent. Et il y a de plus en plus de gens qui sont comme toi et moi, qui préfèrent acheter moins, mais vraiment acheter au bon prix, à sa juste valeur, à sa juste mesure. Et à un moment donné, ça ne nous dérange pas de mettre 40-50 euros, parce qu'on sait que derrière, tout le travail qui est fait derrière, plutôt que d'acheter des trucs 20 euros qu'on va mettre finalement à côté de la cheminée, qui va servir à rien, et tout le monde s'en fout. Donc voilà, je pense que les choses évoluent, et on verra naître de plus en plus de sociétés comme la tienne qui arriveront qui ne veulent pas gagner d'argent. Qui ne veulent pas gagner d'argent au début. Non, mais ça c'est évident, au début on ne gagnera pas d'argent, mais c'est peut-être pas ça le plus important au début, quand effectivement on a une autre activité à côté. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, je suis curieux de voir comment ça va tourner. Moi aussi. Non, mais pour être franc, parce qu'on est plein à se dire, oui, regarde canicule, réchauffement planétaire, machin, prise de conscience. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui se bougent vraiment et que la prise de conscience soit vraiment là. Quand tout va bien, la prise de conscience, tu l'oublies complètement. C'est que lorsqu'il fait à peu près 45 degrés à cette terrasse de café que tu dis, bon, il y a peut-être un souci avec le temps, il faudrait peut-être que je change quelque chose à mes habitudes. Et ça prend quoi?
Ça prend, à moins que tu aies une épiphanie, ça te prend quoi, 10 jours dans l'année, quoi. Tu vois? Peut-être pas dans les nouvelles générations. L'espoir est peut-être dans les nouvelles générations. Chers millennials, notre espoir repose sur toi. Et ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai. Alors, on peut revenir au jeu et aux illustrations. Je te propose qu'on ouvre la boîte et que tu nous montres un petit peu voilà, comment sont ces cartes. Alors, tadam. Vous avez donc un livret de règles. Ah tiens, celui-là il est en anglais. Ah bah je t'ai amené une édition anglaise. Wow. Bah, Édition limitée. Oui. Mais je te donnerai un autre en français si tu veux. Donc voilà, tu as les règles standards, casual rules et puis après, juste après les regular rules. Donc tu vois, il n'y a pas énormément, il y a 14 pages de règles, mais il y a plein d'illustrations. Il y a plein de, donc ça s'y assez vite. Et là tu as les 2 paquets de cartes, donc 112 cartes, avec à l'intérieur un petit résumé des règles, une petite tête de jeu comme ça, vite fait. Et puis là, on va rentrer dans les cartes en elles-mêmes. Ah, celle-là, j'aime bien. Funky Bruiser. Funky Bruiser. Alors, en français, tout est bien sûr en français, dans le jeu en français, et les jeux de mots sont un peu plus accessibles, quoique ceux-là, ils ont été travaillés. On a des amis et de la famille qui travaillent aux États-Unis et qui a refait tous les sous-titres, toutes les références en fait de la plupart des cartes. Ça, c'est notre égérie, Eva. Sainte-Mère la punk. Nous avons des hippies. Ah, c'est dommage que je t'ai pas pris de jeu en français, tu sais. Fiona, en français, mature et découverte. Donc plein de hippies. Des événements, les événements qui vont te permettre de saler un tout petit peu le jeu. C'est des petits coups de crasse que tu vas te faire les uns avec les autres. Virus, weed, get to work, enfin bref, circle pit, plein d'événements ici. Et là nous allons retrouver naturellement dans la suite des événements nos amis du MEDEF. Alors je dis MEDEF là, mais il faut savoir que dans le jeu on les appelle les capitalistes. Parce que MEDEF est une marque déposée. Et on n'a pas le droit de l'utiliser, si ce n'est dans cette vidéo, parce que là on est entre nous. Donc nos amis du MEDEF, juste là. Et des neutres qui sont maqués avec aucune faction en particulier. Ça c'est en français, c'est Dimitri, Sex Machine sur le retour. La meilleure. Tout est dans le tatouage évidemment. Tu arrives à lire là? C'est Jackie. D'accord. Grévis assidu. Donc tu vois, on a essayé de mettre pas mal de références. Donc là c'est une petite référence à Arlette. Là c'est une référence à... Bon, je te laisse trouver les références, tiens, tu les trouves là? Ah mais Claude... J'ai horreur ce genre de questions. C'est pas Jackie Chan, c'est... Non, t'as une référence à Van Damme, t'as une référence aussi... Ah mince, pour le coup son nom m'échappe dans le Big Lebowski, le pyjama jaune, bref, je te laisserai... Oui, exact, oui. Pareil, référence au Big Lebowski directement. Tout à fait. Notre ami Momo, dealer de hache. Thorfinn, pourfendeur plus 15, un adepte de grandeur nature. Et nos amis paramilitaires. Oui, Combi. Exactement, c'est Moundir en français. C'est Moundir? En français, c'est Moundir. D'accord. Voilà. Notre ami Régis, Bac-1. Ce qui est intéressant, alors même si effectivement là on est sur la version anglaise, ça signifie quand même que vous avez été loin dans la recherche conceptuelle du jeu, c'est-à-dire que vous réservez pas qu'au marché francophone. Oui, mais on a bu des litres et des litres de bière pour trouver l'inspiration et c'est terrible, c'est terrible. Et à quand la version russe? Bah malheureusement, en fait, ça participe du même esprit. On nous a dit, oui, il faut faire une version espagnole. Ok, très bien. Italienne, ok, super. Moi, j'ai pas de référence à la culture italienne, j'ai pas de... Enfin, j'aurais fait n'importe quoi.
Tu vois, et même on se serait vu avec les gars, on serait retrouvés autour de la table, on serait regardé dans le blanc des yeux, on serait dit ok, tiens, italien, d'accord, Ennio Morricone, western spaghetti, enfin, tu vois, ça aurait été beaucoup trop limité, ça aurait été pauvre et vraiment, ça n'aurait eu aucun intérêt, quoi. Là, j'ai la faiblesse de croire. Alors, ok, on n'est pas des proches, mais il y a quand même des jeux de mots et des références qui sont quand même un peu poilantes dans la version française, parce que c'est une culture dans laquelle, évidemment, on baigne, enfin, parce qu'on est dedans, quoi. Et sur la version américaine, pareil, ma femme est américaine. Et on s'est appuyé sur tous les amis et toute sa famille qui est là-bas pour tourner, trouver les meilleurs jeux de mots possibles, les meilleures références. Il y a même certaines cartes qui ont été twistées, qui ont été redessinées pour la version américaine, parce qu'on voulait que ce soit drôle, enfin que ça ait du sens. Que ce soit pas une référence à 2 balles sur les hamburgers et Trump et merci au revoir, quoi, tu vois. Parce que si tu te creuses pas un peu la tête, si tu fais de la merde, quoi. Enfin, tu fais une espèce de soupe infâme, puis ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est pas le but, quoi. Non, mais ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment 2 lectures du jeu. Il y a, on va dire, le jeu, le gameplay en lui-même, où il faut gagner des points pour pouvoir remporter, d'accord. Mais il y a toute cette partie-là qui est vraiment très, très réfléchie, très cherchée, très fouillée, où l'objectif c'est de mettre de vraies références avec des clins d'œil, des références humoristiques, et ça ne peut pas être une simple traduction. Non, on ne pouvait pas se permettre juste de traduire. Puis il y a des choses qui n'auraient eu aucun sens, où les joueurs anglais ou étrangers n'auraient pas vu le moindre intérêt, quoi. Les références franco-françaises et anglaise n'est pas tout à fait la même, alors. Non, il y a en fait tous les sous-titres, tous les titres et les sous-titres des cartes ont changé. C'est plus du tout les mêmes et c'est pas juste une traduction. C'était, il fallait trouver toutes les références qui vont bien et qui. L'objectif, si tu veux, c'était que les joueurs américains se poilent autant sur les références que les joueurs français vont se poiler sur les références. Tu vois. Donc, ok, il y a pas mal de toute façon de films internationaux, mais José Bové, par exemple, dans la version américaine, on l'a pas mis. Parce que José Bové, il est franco-français, quoi, tu vois. Bon, et puis il y en a plein d'autres qu'on a essayé de chercher comme ça, qu'on a amélioré. Alors, tout à l'heure, tu parlais de Melvin. Ouais. Comment ça s'est passé? Non, pardon, top. The Melvin. Ah, pardon. C'est The Melvin. C'est The Melvin. Moi, je le rajoute le The parce qu'il est tellement gigantesque, le gars, que je rajoute le The Melvin. Tu vois. Parce que vu la qualité des dessins, ça prend du temps aussi. Tout à l'heure, on l'a vite passé aussi. Combien de temps entre le début de la conception du jeu et puis la maquette finale à envoyer à l'imprimeur? 1 an et demi, 2 ans? Alors, on a commencé on s'est dit ok, on va fonder le jeu et la société et tout ça. Enfin non, on pensait pas fonder la société, mais on était juste en position d'auteur. En février, en novembre, on avait déjà une idée assez précise de ce qu'on voulait. Et au bout de la première année, à Cannes, le gros festival de jeux en France, à Cannes de l'année qui suivait, on avait déjà un premier prototype avec un corps de règles qui tenait la route et qui fonctionnait bien. Bon. Et à partir de là, on a lancé la campagne en fin octobre de l'année qui a suivi. Oh, ça a été quand même... Donc grosso modo 1 an et demi de maturation projet. On s'est attaché en fait à tourner dans toute la France. Dès qu'il y avait un petit festival, on sautait dessus. Et on voulait justement être sûr et certain. On voulait pas que ce soit un jeu réservé uniquement à Paris, tu vois. Ou qu'on dise ok, vous êtes bien gentil, mais vous faites Ludinor, Lille parce que c'est le 2e plus gros, voire le plus gros. Vous faites Cannes parce que c'est l'incontournable. Vous faites Paris parce qu'il y a le PEL. Et en fait, vous n'allez jamais en province. Donc on s'est attaché à aller à Châteauroux, aller à Orléans, aller à Toulouse, aller à Rennes. Enfin, on a fait des festivals improbables où on était 30 pelés, au plus gros festival où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Et on s'est dit aussi, comme on est quand même très ancré dans la musique, il y a beaucoup de références musicales à l'intérieur, ne serait-ce que les punks
qui est une des grandes factions du jeu. Alors c'est pas un jeu de punk, hein, mais les punks sont beaucoup là dans le jeu. On s'est dit tiens, on va faire des festivals de musique. A été une des rares maisons d'édition à poser nos tables de jeu et nos jeux dans un festival de musique. Et ça, c'était très intéressant. Parce que ce qu'on souhaitait, c'était aussi mélanger les populations. C'est-à-dire amener les gens de ces festivals alternatifs, punk, hardcore, reggae, machin, n'importe quoi, mais ces festivals qu'on fréquentait, et leur dire regardez, il y a autre chose comme expérience ludique que le Monopoly et le Milborn que vous avez joué avec votre grand-tante Suzanne quand vous avez 12 ans. Il y a d'autres jeux. Il y a même des jeux avec des coupons, des jeux avec des hippies, des jeux avec le MEDEF, rigolo. Et en fait, on a amené plein de gens à cette culture ludique. Et c'est d'ailleurs pour ça, hein, on va pas se mentir, qu'on a créé ces règles casual game, dites casual gamer. Parce que les gars, comme il y a pas mal de petites mécaniques sur la version régulière, quand tu expliques 6-7 minutes de règles, les mecs à un moment ils drapent au blanc et ils disent attends, je suis plus moi, il faut un truc plus simple quoi. Donc on a créé des règles plus simples pour les captiver, pour leur montrer qu'il y avait une autre expérience ludique que celle du Milborn. Bon, très bien. Et en même temps, ce qu'on a essayé de faire, à chaque fois qu'on faisait un événement dans ces milieux-là, on l'annonçait sur notre page Facebook, où il y a plein de gamers qui nous suivent, afin que les gars ils puissent venir aussi sur ces festivals alternatifs en se disant ok, il n'y a pas que des brutes, il n'y a pas que des mecs avec des crêtes, des clous qui vont me vomir dessus avec leurs chiens qui vont me mordre. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On essaye de mixer les cultures. Alors je sais pas combien de personnes on a amené au festival de musique, je sais. Par contre j'ai une petite idée de combien de personnes ne connaissaient que très peu de jeux. On a eu 70% de primo-accédants sur notre Kickstart. Ça veut dire que 70% de gens qui n'avaient jamais accompagné une campagne de financement de jeux sur l'ensemble de nos backers sont venus. Donc à peu près 400 personnes. Bon, on n'a pas eu énormément de backers, hein. On en a eu 710 pour être exact. Mais ça nous a suffi, hein. On était heureux. Et sur ces 700, tu fais 70%, ça fait grosso modo 500 personnes, quoi, tu vois, à quelques dizaines près, qui sont pointés, qui connaissaient très peu le monde du jeu, et qui se sont dit, tiens, on va les accompagner dans l'aventure. Et ça, honnêtement, c'est un kiff. Enfin, on se dit, putain, c'est cool. Nos illustrations, nos règles, qui valent ce qu'elles valent. Alors, on n'est peut-être pas le meilleur jeu de l'année. Moi, je pense qu'on est le meilleur jeu de l'année, évidemment. Mais nos règles, nos illustrations, et notre jeu, et notre univers et notre ambiance a réussi à faire kiffer des gens qui n'avaient jamais kiffé jusqu'à présent sur le jeu. Et ça, c'est cool. Parce que ça veut dire qu'on a réussi à mixer les cultures. On a amené des gens ensemble et on les a mélangés, quoi. Et définitivement, et ça, c'est un message qu'on devrait essayer de porter peut-être un peu plus, mais je crois que la richesse naît de la diversité, quoi. Et je crois que malheureusement, dans notre période qui commence à se refermer un tout petit peu, les gens se referment un peu plus sur eux-mêmes, c'est un message qui se perd un peu. Mais je crois que la diversité, c'est la clé de tout. La clé de la richesse. Oui, ça, je suis pas sûr qu'ils se perdent. Que ce message se perde? Non, regarde bien, il y a 30 ans... regarde le score du FN aux prochaines élections. On en reparle. C'est vrai. Et il n'y a plus les verrues pour chanter porcherie. Voilà. À l'époque, la jeunesse en mer de Front National, on le hurlait partout, quoi. Je suis pas sûr qu'on le hurle encore beaucoup. C'est vrai. Ça, c'est peut-être ça. Si, mais dans des milieux confidentiels. Tu vois. Bon. Écoute. Mais là, on va dévier. Là, on est parti sur des heures et des heures de débat. On était parti sur ce Melvin. Ah, le Melvin. La collaboration. Alors, c'est passé comment? L'intérêt de bosser avec Melvin, déjà il a un trait qui est excellent. Il a plusieurs styles, hein. Là il a pris un style en particulier pour ce jeu, un peu toon, un peu rigolo, mais il fait des choses très très sérieuses ou d'autres beaucoup plus pas sérieuses, n'est-ce pas? Et l'intérêt de Melvin, c'est qu'il a une énorme culture cinématographique. Il est assez engagé. Et c'est ça que j'adore avec le gars, c'est qu'en fait il mâche pas ses mots. X fois il m'a dit non mais attends, ton idée c'est de la merde. Non mais c'est une idée de petit bobo parisien qui boit de la bière qui paye 15 balles parce qu'il trouve que ça cool, quoi, tu vois. Il m'a
il nous a recalé un nombre incalculable de fois sur des idées qu'on pensait très très bonnes, mais à nouveau n'est pas des proches qu'il veut. Et il nous a sorti de l'ornière un nombre tout aussi incalculable de fois, en donnant des idées, en donnant des références et juste en nous proposant son style, quoi, un truc qui est complètement dingue. Ce gars-là, en fait, clairement, alors bien sûr, c'est lui qui a fait 100% des illustrations, mais il a une paternité du jeu aussi forte que moi je pourrais l'avoir sur les règles, quoi, tu vois. S'il a joué le rôle de directeur artistique, de graphiste, d'illustrateur, et surtout, il nous a recalé. Quand on avait des idées qui étaient vraiment pourries, il n'a pas hésité à nous le dire avec un franc-parler. Alors, faut pas être susceptible, hein. On va être bien clair. Mais c'était très très drôle. On tchatchait beaucoup par Messenger, si tu veux. Et en fait, une de ses phrases clés était AMHA, à mon humble avis. Et là, quand on voyait le AMHA qui tombait sur la phrase, on disait ok, là on va prendre cher. Et on prenait souvent cher, mais pas pour rien, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est que t'en prends pour ton matricule à un moment parce que le gars il dit attends mais c'est complètement naze. Et ce qui est marrant comme relation, parce qu'on n'a jamais eu de relation, et c'est quelque chose que je voulais pas avoir de toute façon, de relation client-fournisseur, où tiens moi je suis le donneur d'ordre, toi tu exécutes ou quoi que ce soit, quoi. C'est pas comme ça que j'aime bosser, c'est pas comme ça que je bosse en règle générale. Je suis plutôt sur un échange permanent. Tu vois, des idées, t'apportes une idée, c'est bon, c'est pas bon, on en parle ensemble, puis on exploite. On a essayé de sucer le truc jusqu'à en tirer quelque chose de vraiment intéressant. Et si ça le fait pas, on passe à autre chose, quoi. Ou si ça le fait, voilà, génial, cool, on a une carte en plus, on en a plus que 90 à faire, quoi. Tu vois, il fallait, c'était la bonne personne au bon moment pour le bon projet, quoi. Après, il en a chié, parce que ça a duré, vu le nombre d'illustrations, ça a duré des mois pour lui, et il nous a accompagnés juste parfaitement, quoi. Ça, avec Karim derrière qui nous balançait des petites idées pour les cartes, des petits sous-titres qu'il a fallu de temps en temps nerfer un tout petit peu parce qu'on voulait quand même vendre un tout petit peu le jeu. Parce que Karim, quand il se lâche, il est très très chaud, extrêmement chaud. Bon, bref, on a eu la chance d'être accompagné un peu, si tu veux, par Karim et Melvin pour aboutir le jeu. Et l'ensemble, le projet, je trouve ça rend bien, quoi. L'ensemble rend très très bien. Et puis vous n'êtes pas arrêté là parce que vous avez déjà sorti une extension, les cartes équipement. L'extension, on l'avait proposée pendant la campagne, l'extension de carte équipement. On proposait donc 55 cartes en plus pour 10 balles à l'époque. Bon. Et il se trouve que notre imprimeur, notre fabricant, m'a appelé il y a 2 mois maintenant, 1 mois et demi, 2 mois, bon bref, en me disant voilà, moi j'ai de la gâche. On a fait une erreur sur la fabrication, on pensait que c'était associé directement au jeu de base, donc on les a produits, donc bon voilà, je t'informe, on va les mettre à la poubelle, quoi. Enfin, on a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai dit que c'était un peu dommage. Enfin, on est toujours dans cette optique de recycler, de ne pas faire de gâchis. Et c'est justement une situation que je voulais éviter. Et donc là, on a trouvé une solution, et comme il était... il avait des étuis à frapper, on est passé juste derrière, on s'est dit écoute, on fait d'une pierre deux coups, on frappe des étuis, on colle les extensions à l'intérieur et puis comme ça on peut le proposer. Mais ça c'est quelque chose qui se trouve pas en commerce. En fait la centaine d'extensions comme ça qu'on a en plus, on le donne à des jeux concours, on les envoie à des médiathèques, ou clairement on le donne à certaines boutiques, voilà, tu prends des jeux de base, tiens, tu as des extensions en plus et puis tu peux te faire un peu de blé dessus, quoi. Donc c'est toujours dans cette optique de ne pas gâcher. En fait on veut minimiser le... Alors, est-ce qu'il y a un projet qui va arriver là, qui va faire la suite à celui-ci, toujours dans la même lignée de Zombie Social Club, ou est-ce que vous allez changer complètement de... Alors, on n'a pas un projet, on en a 36. C'est d'ailleurs le problème. Il y en a un qui... il y en a un qu'on va sortir juste là, où effectivement on sort un peu d'univers, hein, clairement, qui s'appelle Crazy Farmers and the Clôture électrique. Là on sort pas complètement, c'est dans le côté un peu déjanté et un peu putassier.
Par contre, ce sera un jeu de plateau où tu joues un fermier un peu fou qui a décidé d'étendre son territoire et donc qui étend des clôtures électriques derrière lui pour capturer un maximum d'hexagones. Les autres fermiers peuvent se pointer, lui couper sa clôture, machin, tout ça. Bon. Au niveau des règles, beaucoup plus facile d'accès. 2 minutes d'explication de règles, vraiment très simple. Par contre, une grosse profondeur de jeu, hein. Et puis le côté déjanté où tu mets de la nitro dans ton tracteur, tu balances de la dynamite, tu colles des bottes de foin, il y a des vaches folles, enfin bref, il y a tout ce qu'on... On n'est plus dans le côté punk, lutte des classes, machin, tout ça. En revanche, on a plein d'autres projets derrière. Alors on fait ce jeu, hein, on va pas se mentir, parce qu'il est plus grand public, plus facile d'accès. Et donc, à un moment, tous nos idéaux, aussi beaux soient-ils, il faut quand même qu'on fasse perdurer un peu la structure. Et on a la faiblesse de croire que ce jeu va nous permettre de nous stabiliser assez pour 2-3 années pour lancer tous les projets déglingos qu'on a dans la foulée. On a un jeu sur la Coupe du Monde de Pogo. On va faire revenir plein de vieilles références du milieu punk, hardcore et alternatif. On a un jeu, mais là il faut vraiment qu'on développe le truc où l'idée ce serait de faire éclater les scandales des politiques, donc via des sphères d'influence. Enfin, on n'a pas un jeu. Là, on va l'éditer. On a des auteurs qui nous ont proposé ça. On est très ambiancé par le jeu, parce que c'est beaucoup aussi dans l'air du temps. Donc très fun, où tu fais éclater un scandale financier, un scandale de homard, un scandale de machin, voilà, on sait pas. Là on est plus sur du party game, et puis on a un jeu avec des chats sadomaso et des petits poneys zombies. Ah non, des petits poneys fascistes. Voilà, c'est les licornes qui sont zombies. Enfin bref, on a vraiment un paquet de projets, quoi. Maintenant, on est une petite équipe, donc first in first. Là, on finit Zombie Associate Club. On va voir le succès qu'il a en boutique. On lance proprement Crazy Farmers and the Clôture électrique. On voit comment ça tourne. Et si ça tourne bien, on a plein d'autres projets un peu plus sombres, un peu plus borderline à faire en stock, quoi. Bon, c'est génial. Allez, une dernière petite question. Si on veut pouvoir vous voir sur des, je sais pas moi, des conventions d'ici la fin de l'année ou sur des salons. On nous paye des bières. C'est une façon de faire. Et il y en a déjà qui ont été payés des bières? Non, c'est nous qui en payons beaucoup. Tu vois, c'est l'inverse. On va être sur Bruxelles, juste là à la fin août. On va être sur Octogone à Lyon en fin octobre, début octobre, pardon. Le Salon Fantastique à Paris la mi-novembre, Cannes en janvier, et puis en parallèle on va faire plein de petits salons à droite à gauche un peu partout, quoi. Ok, donc si on veut suivre votre actu, The Freaky 42, la page Facebook Freaky 42, ou sinon on a une page internet aussi, Zombie Associate Club, qui va être bientôt refaite, Freaky 42. Voilà, tu tapes The Freaky 42 et tu as tout ce qu'il faut. Ok. Écoute Pierre-Yves, je te remercie pour Merci à toi. Cette quasi-heure d'entretien qui est passée. C'était fleuve, c'était long, mais je n'ai pas vu passer le temps, mon ami. Et puis si, quand même, une dernière question, si on veut pouvoir acheter ton jeu... Dans toutes les bonnes crèmeries, en boutique. Et sur internet, pour ceux qui sont loin tu vas chez Till Game, THYLGAMES. Tu fais une petite recherche sur Till Games, Zombie Associate Club, et ça a été une des premières boutiques internet à nous faire confiance en masse, et ils en ont plein. Okay. Et c'est un mec très cool. Et tu paieras moins cher encore que Philibert ou ailleurs. Normalement. Si c'est pas le cas, tu me le dis. Ok. Eh bien, merci Pierre-Yves, et puis joyeux anniversaire. Merci. 42 ans. 42 plus 3, c'est ça. Merci Antoine, c'est cool. Okay. Serions-nous inconscients pour ne pas soutenir tous ces grands présidents si prompts à nous servir? Serions-nous des crétins qui pigent rien à la vie pour oser nous dresser contre l'économie? Tous en avant dans le mur, en marche pour le grand capital.